Bonjour, on est le 26 août 2019 et je vous présente ici un énoncé que j'ai mis entre guillemets. L'effectif total correspond à la taille de la population. Bon, l'effectif total correspond à la taille de la population. Voilà, c'est une phrase. L'effectif total correspond à une phrase en français, constituée, je veux dire, d'un nom. L'effectif qui est un nom. Comment est l'effectif? Il est qualifié par un effectif total. Ça a son importance. La qualification du nom effectif. S'il y a un adjectif, comment est l'effectif? Il est total. L'effectif est total. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que si j'enlève le qualificatif ici, total, si je ne le qualifie pas, je dis l'effectif, ça a un tout autre sens. Le fait de dire l'effectif total et l'effectif tout court, vous comprendrez qu'en statistique, les définitions ne sont pas les mêmes si on a un effectif total ou un effectif tout court. Donc vous voyez que le qualificatif a son importance ici. Correspond. Bon, ça c'est un verbe qui signifie, qui va mettre en liaison, en relation, en correspondance, voilà, deux parties citées. Et la première partie citée est l'effectif total, qui va correspondre à quoi? À la taille de la population. Alors si je mets à la taille, ça ne veut rien dire. Et là, de nouveau, je mets de la population, qui est un complément du nom taille, complément du nom de la population, qui est un complément du nom taille. Donc ça a son importance. Vous voyez qu'en français, si vous n'avez pas toute une structure, je veux dire, grammaticale, et une structure, je veux dire, de fonction, une structure de fonction et de grammaticale, ça change toute la donne d'une phrase. C'est une phrase syntaxique avec, je veux dire, ses noms, ses qualificatifs, son verbe, bien sûr, il y a le sujet. Qu'est-ce qui correspond? Mais c'est l'effectif total. Correspond à quoi? Qui est un complément d'objet indirect, bien, à la taille de la population. Donc ici, on a une phrase, généralement, c'est sujet, verbe et complément, ou complément, bien sûr, il existe toutes sortes de compléments, circonstanciels, de temps, de lieu, complément de cause, complément. Voilà, et les compléments, c'est pas ce qui manque. Vous pouvez compléter une phrase, la compléter via un complément de phrase, pour donner plus, je veux dire, d'informations à une phrase. Bon. Ici, donc, partons du principe qu'on a une phrase en français syntaxique avec son sujet, verbe et complément. Ici, c'est un complément d'objet indirect, puisque à quoi correspond à quoi? À la taille de la population. Contrairement à correspond, si j'ai un complément d'objet direct, par exemple, je mange quoi? Une pomme. Si j'arrive à dire quoi, c'est une pomme. Mais à quoi? C'est un complément circonstanciel, enfin un complément d'objet indirect. Alors à quoi? C'est un complément circonstanciel, enfin un complément d'objet indirect. Et quoi? C'est un complément d'objet direct. Si vous arrivez à répondre à ces questions, quoi ou à quoi, ben, vous distinguez le type de complément. Et une phrase, comme je vous ai dit, c'est toujours sujet, verbe, sujet, celui qui fait l'action, le verbe, bien sûr, d'action, et le complément qui vient compléter la phrase. Alors ici, j'ai un énoncé qui est pris tel quel. L'effectif total correspond à la taille de la population. Donc, je vous ai dit que chaque mot, le mot effectif total, le mot correspond, le mot a, le mot là, le mot taille, etc. Tout a une signification et tout a son importance. Parce que je vous ai dit, si j'enlève le qualificatif total, ça a un tout autre sens. Alors, l'énoncé ici n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce qu'une proposition, en fait, une proposition, c'est un énoncé qui est vrai dans certaines conditions et faux dans d'autres conditions. Mais dont on ne peut décider dans toute situation donnée s'il est vrai ou faux. Par exemple, si je prends x appartenant à n, voilà, et que je dis les multiples de 2, ce sont les nombres pairs, 2k, voilà, ça c'est une proposition vraie pour les nombres pairs. Donc x est multiple de 2, x est multiple de 2. Voilà. C'est une proposition. Pourquoi? Parce que
Comme je vous ai dit, une proposition, c'est un énoncé qui est vrai dans certaines conditions et faux dans d'autres, mais dont on ne peut décider dans toute situation donnée s'il est vrai ou faux. Eh bien, c'est le cas ici. X appartenant au naturel, naturel c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Hein, voilà, ce sont des nombres entiers positifs, y compris le 0. Hein. Eh bien, ça, cet énoncé-là est vrai dans certaines conditions, mais ne l'est pas dans d'autres conditions. Et il est vrai dans quelles conditions? Ben, x est multiple de 2 si le nombre est pair. Mais si le nombre est impair, ben, je veux dire, c'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment une proposition. C'est une proposition. Parce que il est vrai dans certaines conditions et il est faux dans d'autres. Voilà, donc proposition, ça peut être proposé à la véracité comme à la non-véracité. Donc vous comprenez qu'ici, je suis en pleine logique propositionnelle. Logique propositionnelle, c'est-à-dire qui fait intervenir des variables binaires telles que des états binaires, voilà, une vérité ou une non-vérité. C'est-à-dire vrai, ou si c'est pas vrai, c'est faux. Si c'est pas vrai, si ce n'est pas vrai, c'est faux. Deux conditions, c'est ce qu'on appelle, enfin on a deux états possibles, vrai ou faux, tel qu'on rencontre en électronique ou en informatique, 0 ou 1, hein, ou alors le true, false, eh bien, ce sont deux états possibles, soit il est vrai, soit il est faux, mais jamais entre les deux. Voilà, on n'a jamais d'état entre les deux. Quoi qu'en électronique, ici, il existe entre 0 et 1 une électronique spécifique qu'on appelle la logique floue. Bon, entre 0 et 1, on peut encore avoir quelque chose. Mais ici, supposons que je suis en électronique digitale, ou numérique, si vous voulez numérique, hein, on a soit 0 ou 1. On n'est pas en logique floue. Donc ici, true ou false, c'est deux états possibles. Deux états possibles, soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est vrai, si j'estime que le vrai, ça vaut 1, hein, pourquoi pas, et le faux, ça vaut 0. Voilà. Donc en électronique, on aura true, c'est 1, et false, c'est 0. D'ailleurs, en électronique, si vous faites de l'électronique, on appelle ça des variables booléennes, qui n'ont que deux états possibles, deux états binaires, vrai ou faux. Hein, donc ce qu'on appelle des variables booléennes. Une variable booléenne peut prendre que deux variables possibles, deux états possibles, soit vrai ou faux. Bon, en électronique, on retrouve en digital, en numérique, ces états de 0 ou 1. Hein, le courant passe, c'est 1, le courant ne passe pas, ça fait 0. En électronique, on retrouve ça. En logique, ce qu'on appelle voilà, en combinatoire, hein, logique, en logique de 0,1, on retrouve, en logique 0,1, on retrouve, en logique électronique digitale, on retrouve ce fameux 0,1, donc deux états possibles. Et ici, bon, c'est un peu la même chose, on a une syntaxe en français, qui est une phrase, on ne sait pas si elle est vraie, on ne sait pas si elle est fausse, mais elle peut être soit vraie, soit fausse. Voilà, soit vraie, soit fausse. Mais je dirais que ce n'est pas une proposition, ça. Ceci n'est pas une proposition. Je dirais même plus que ceci, c'est ce qu'on appelle une assertion. Mais le problème, c'est que dans cette assertion, parce qu'une assertion, c'est différent d'une proposition. L'assertion, si vous voulez, comme définition, une proposition, toujours vraie ou toujours fausse. Voilà, donc cette phrase, cet énoncé-là, est toujours vrai ou toujours faux. Et c'est à moi de déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai ou c'est faux. Bon, voilà. C'est à moi de déterminer si c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est une assertion. Ben, je vous donnerai par exemple une assertion. Si je vous dis 3 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, ben, c'est pas une proposition. Hein, parce qu'une proposition, c'est vrai dans certaines conditions, ça ne l'est pas dans d'autres. Par contre, ici, c'est une assertion. Parce que 3 est un nombre premier, toujours vrai. C'est toujours vrai. Maintenant, si je vous dis que, je sais pas moi, je vais trouver une autre assertion fausse, une assertion fausse. Si je dis la Belgique se trouve en Asie. La Belgique se trouve en Asie. C'est complètement faux, c'est une assertion fausse. C'est pas qu'elle est vraie, c'est pas une proposition parce que c'est pas que c'est vrai dans certaines conditions et faux dans d'autres. La Belgique, bon, c'est un pays qui se trouve en Europe et on sait bien qu'elle se trouve en Europe. Donc en fait, on peut pas dire qu'elle se trouve en Asie. Donc c'est une assertion fausse. Voilà. Alors maintenant, ici justement, le but de cette
vidéo, c'est de trouver ici si cet énoncé est vrai ou cet énoncé est faux. Donc quelque part se cache derrière une assertion vraie ou une assertion fausse. Voilà. Et c'est à moi de découvrir la véracité, si on a une assertion vraie ou une assertion fausse, c'est-à-dire si l'énoncé est vrai ou si l'énoncé est faux. Donc là, elle a toute l'étendue de la question, c'est de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Bon. Alors maintenant, on va analyser un peu plus loin. On voit bien que l'effectif total correspond. Ici, ça fait apparaître la notion de correspondance. Alors, je vous rappelle que une correspondance, c'est une liaison, c'est un mariage, c'est une relation, c'est voilà, c'est un lien entre deux ensembles que je vais appeler E et F. Voilà, E et F. Pour lequel, bien sûr, j'ai des éléments x1, x2, je l'ai mal écrit, j'ai des éléments x1, x2, x3, x4 en rapport avec y1, voilà, y2, etc. Voilà, ici je peux avoir y3 qui est tout seul. Voilà, avec des... Donc j'ai un ensemble de x et un ensemble des y. Hein, l'ensemble des E, par extension, ce sera x1. Dans mon cas de figure ici, ce sera x1, x2, x3, x4. Et mon ensemble f est constitué de y1, y2, y3. En fait, c'est une relation, ici j'ai une correspondance, une relation R qui va lier des variables que je vais appeler X avec des variables que je vais appeler Y. Ça, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est l'ensemble d'arrivée. C'est bien une correspondance. Bon, ici, j'ai le cardinal de E fait 1, 2, 3, 4, et le cardinal de F, qui est le nombre d'éléments de l'ensemble E ou F. Ici, le cardinal de F fait 3, le cardinal de E fait 5. Alors, on peut avoir toutes sortes de possibilités. X1, Y1, X2, X1, Y2, X1, Y3. Voilà. X2, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X3, Y3, X4, Y1, X4, Y2, X4, Y3. Malheureusement, je n'ai pas ça. J'ai qu'une partie de ce que je viens de dire. Et une partie de ça, c'est ce qu'on appelle un graphe. Or, le graphe est constitué de X1, Y1, X2, Y1. Et X3, Y2. C'est tout. Mon graphe, c'est là où il y a des flèches. C'est-à-dire les couples X1, Y1, X2, Y1 et X3, Y2 font partie de mon graphe. Donc, mon graphe est composé de trois couples. Le couple X1, Y1, qui est mon premier élément de mon graphe. Le couple X2, Y1, qui est le deuxième élément de mon graphe. Et X3, Y2, qui est mon troisième élément de mon graphe. Donc, une correspondance est liée par un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et un graphe. Un graphe, bien sûr, qui sont les coupes en extension, qui seront les coupes, voilà, des coupes qui réunissent la flèche, les flèches qui réunissent les flèches de l'ensemble des x au départ, enfin de l'ensemble des x qui est le départ à l'ensemble d'arrivée des y. C'est-à-dire que x1 est lié à y1, x2 est lié à y1, x3 est lié à y2. Voilà. Donc j'ai bien, si vous voulez, un triplet. Ma correspondance sera bien un triplet, j'ai bien un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, F, et un graphe. Un graphe qui est, je vous l'ai dit, hein, le graphe C, si je devais mettre le graphe C c'est X1, Y1, X2, Y1, voilà, et X3, Y2. X3, Y2. Voilà. Donc ici, j'ai bien une correspondance C, C ronde, pas confondre avec le graphe qui est C, et un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, pour lequel j'ai des liaisons par fléchées. Si on veut voir ça de manière concrète, c'est-à-dire si on conceptualise ça de manière concrète, on voit bien les diagrammes sagittaux, les deux diagrammes, sagittaux avec leurs flèches, hein, flèche qui veut dire sagitta en latin. Je crois que c'est en latin. Voilà, donc ici, il y a bien une correspondance. Dans mon énoncé, ils disent qu'il y a une correspondance. Entre quoi et quoi? L'effectif total et la taille de la population. Donc, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a une correspondance directe entre la taille de la population, je mettrai ici la taille de la population, la taille de la population
et l'effectif total. Alors là, je ferai appel aux définitions. C'est les définitions les effectifs totaux. Ouais, l'effectif total. Alors maintenant, ce qui va m'aider pour faire appel à la véracité ou la non-véracité, c'est-à-dire vrai ou faux, hein, de cet énoncé-là, si cette assertion est vraie ou cette assertion est fausse, ou si cet énoncé est vrai ou cet énoncé est faux, eh bien, je vais faire appel à ce qu'on appelle des définitions. Et ce sont les définitions, bien sûr, les définitions complètes, hein, parce que c'est une définition complète qui permet de, je veux dire, les définitions, quand elles sont complètes, ben, vous pouvez prendre tous des cas de figure autour, vous verrez que la véracité de la définition est toujours, on va dire, réalisée pour autant qu'elle est complète. Si elle est incomplète, bon, on ne peut pas faire d'une définition incomplète parce qu'il va manquer des éléments et je veux dire, on pourra la contredire vers des éléments qui viennent contredire la définition parce qu'elle n'est pas complète. Je peux, via des éléments, contredire une définition parce qu'elle n'est pas complète. Et donc, rentrer dans un jeu de la mettre à mal la définition. Donc, quand on fait une définition, c'est la mettre une définition complète. Parce que si elle est incomplète, à ce moment-là, c'est pas une vraie définition. Elle ne fait pas partie de la véracité. Elle fera partie de la véracité en partie. Mais ce qui est de la véracité en partie n'est pas une vérité pure et simple. Puisque c'est une véracité en partie. Et donc, dans d'autres cas, elle sera fausse. Elle sera vraie dans certains cas et fausse dès le moment où je vais faire introduire des éléments. Et donc, si vous avez du vrai, une définition qui est en partie vraie et en partie fausse, c'est qu'elle est fausse, parce que je peux introduire des éléments, ici je dirais, je mettrai un et, parce que pour avoir la véracité, ce sera vrai. Quand est-ce que ça sera vrai? Vrai, vrai, faux, voilà. Voilà, quand est-ce que ce sera vrai? Quand est-ce que ce sera, quand est-ce que ce sera vrai? Mais je veux dire quand je mets un quantificateur bien spécial. Voilà. Et le quantificateur, c'est, vous l'aurez compris, c'est le quantificateur et qui s'indique avec ceci. Alors ça, c'est le quantificateur et. Alors, si un énoncé est vrai en partie, est vrai dans une autre partie, c'est qu'il est complètement vrai. Si un énoncé est vrai en partie et faux dans une autre partie, c'est que cet énoncé est, vous l'aurez compris, faux. Parce qu'il est vrai en partie. Maintenant, si il est faux en partie et vrai d'une autre partie, mais d'office il sera faux, parce qu'il contiendra du faux. Et s'il est faux d'une partie de l'autre partie, il est faux en définition, mais il est complètement faux, complètement. Donc pour que une définition soit vraie, c'est que si on sait la décortiquer et que chaque partie est vraie, on peut dire que cette définition est vraie, en totalité. Voilà. Mais si la définition est en partie vraie, mais elle est fausse, parce que, je veux dire, elle est fausse parce qu'il lui manque des éléments manquants, et on peut la mettre à mal par, je veux dire, au travers de ces éléments manquants, la faire subir, je veux dire, voilà, on va dire un mauvais traitement de définition, parce que elle n'est pas complète, donc je peux la mettre à mal, cette définition. Voilà. Ceci étant dit, c'est qu'est-ce qui va apporter ici la réponse à la question, c'est-à-dire est-ce que l'effectif total correspond à la taille de la population. On a bien une correspondance, une liaison de correspondance avec un graphe. Alors là, ce sont les définitions qui vont apporter, je veux dire, la réponse. Bien sûr, les définitions qui sont bonnes, hein, c'est-à-dire qui sont vraies, définitions vraies. Hein, parce que si je mets une définition qui n'est pas vraie, fatalement, vous allez mettre à mal cet énoncé. Si vous partez de quelque chose qui est faux, mais dans le fait, ce sera faux. Hein. Je vous dis ici, pour que l'énoncé soit vrai, il faut que vous partiez de définitions qui soient vraies. Parce qu'une définition de l'effectif total qui soit vraie, et une définition de la taille de la population qui est vraie. Parce que si vous partez avec, encore une fois, si vous partez avec une définition de l'effectif total qui est vraie, mais que la taille de la population est fausse, ben vous allez avoir un énoncé, je veux dire, qui va être mis à mal ici. Hein. Vous ne saurez pas dire si c'est vrai ou faux. Parce que là, c'est déjà faux. Bon, maintenant, si vous avez ceci qui est... Tout d'abord, si l'effectif total en définition est faux, et que la taille de la population, vous avez une définition fausse, ben, vous ne saurez jamais dire si c'est vrai ou faux.
Si maintenant vous dites que la taille de la population a une définition fausse et que l'affectif a une définition vraie, bien, vous ne saurez jamais dire si c'est vrai ou faux, parce que la taille de la population, c'est faux. Maintenant, si maintenant vous avez faux pour la définition de l'effectif total et vrai pour la taille de la population, vous ne saurez jamais dire si c'est vrai ou faux. Par contre, maintenant, pour que on parte sur des bonnes bases, il faut que l'effectif total soit vrai et la taille de la population soit vraie. À ce moment-là, on peut établir la soi-disant correspondance, voir s'il y a réellement une correspondance. C'est-à-dire s'il existe une relation avec un graphe cartésien, un graphe, un graphe qui va réunir, si vous voulez, les deux définitions. Et qui va dire que, en français, en bon français, ça veut dire que les deux choses, les deux définitions ici sont les mêmes. Enfin, les deux définitions, je veux dire, s'équivalent pour donner, je veux dire, quelque chose de commun, qui s'équivalent. Je ne veux pas dire, on n'aura pas les mêmes définitions pour celui-ci et celui-là, mais au moins, si c'est vrai, l'énoncé là est vrai, on peut se dire que les deux s'équivalent. Bon, maintenant, on va voir justement si ça s'équivalent, justement, si ces deux définitions s'équivalent, l'effectif total et la taille de la population. Si oui, si s'équivalent, c'est qu'il y a bien une correspondance directe. Sinon, l'assertion est fausse. Alors, pour ça, je vais définir la population. La population, c'est un ensemble. C'est l'ensemble sur lequel portent les observations voilà, sur lesquelles portent les observations. C'est ça la population. La population en statistique, c'est la population, c'est l'ensemble sur lequel portent les observations. Ça peut être des individus, hein. Bon, c'est pas forcément des individus. Ça peut être des animaux, ça peut être des objets, etc. Mais on appelle population, c'est pas une population d'habitants. Ça vient des premières études statistiques qui étaient faites par, je crois, les Romains. Et bien à ce moment-là, on parlait de population parce que les premières statistiques étaient basées sur des êtres humains. Mais ici, les populations, maintenant, ne concernent pas plus forcément les êtres humains. On peut faire des statistiques sur tout et n'importe quoi, sur des ampoules, des vis, sur ce que je veux. Voilà. Si je veux savoir le nombre d'ampoules qui sortent d'une fabrication d'ampoules, le nombre d'ampoules qui sortent, bon, ça constitue la population des ampoules. Donc la population, c'est un terme général qui va représenter tout simplement l'ensemble sur lequel portent les observations. Donc, dès le moment où je fais des observations sur, sur quelque chose, ben, je peux estimer que cet ensemble-là forme l'ensemble pour lequel je vais porter l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément? Un élément, un individu. Donc, on a l'ensemble, et bien sûr, dans cet ensemble, on a des éléments. Et ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les individus. Bon, je vous rappelle encore une fois, c'est pas forcément des êtres humains. Hein. Ça n'a rien à voir avec les êtres humains. Les individus, ça peut être des pièces. Des pièces. Dès le moment où la population n'est pas forcément des êtres humains, ben, fortement, les individus ne sont pas forcément des êtres humains. Puisque là, les éléments d'une population, ben, c'est l'ensemble. Ce sont les éléments qui la constituent. Donc fatalement, si les éléments ne sont pas des êtres humains, mais fatalement, l'ensemble n'est pas en soi des êtres humains. Donc, et l'ensemble, c'est la population. Donc la population ne sera pas des êtres humains. Voilà. Donc, je veux dire par là que si la population c'est des vis, mais chaque individu c'est chacune des vis pris séparément. Voilà. Alors, l'ensemble des individus constitue la population. C'est normal, l'ensemble des éléments constitue l'ensemble, ça c'est tout à fait logique. Hein. Si vous avez des éléments d'un ensemble, vous reprenez tous les éléments de l'ensemble, vous allez avoir l'ensemble complet. Voilà, donc ça veut dire, c'est ça la population. Quand on entend population, qu'est-ce que c'est que la population? La population, c'est l'ensemble sur lequel portent les observations. Et un individu est l'ensemble de la population, et l'ensemble des individus constitue la population. Donc l'ensemble des individus constitue la population. Donc vous comprendrez que la taille de la population, c'est le nombre d'individus que vous avez dans l'ensemble. Voilà. Donc en fait, je vais déjà faire la taille de la population. Alors, pour la taille de la population, je vais appeler la taille de la population la taille de la population, supposons que j'appelle
N1, N2, N3, N4. Voilà. Là, j'en ai 5, là, j'en ai 6, là, j'en ai 7. Là, j'en ai 5, j'en ai 4, j'en ai 9. Ben, voilà, si j'ai 2, 4, 6 ici, 7. Eh bien, si je fais la somme des NI, j'aurai la taille de la population. Donc j'aurai 2, plus 4, plus 6, plus 7. Voilà, là j'ai la taille de la population. Alors, ça c'est la taille de la population. Alors N1 va varier de K égale de I, puisque c'est I égale à 1 jusque 1, 2, 3, 4. Il n'y aura que 4 NI. Il y aura N1. NI va varier de 1 à 4. N1, N2, N3, N4. Donc NI, voilà, bon, jusque voilà, de 1 à 4. Et ça, si je fais la somme là, ben, 2 plus 4 plus 6, ça fait 10, ça fait 12, ça fait 12 plus 7, ça fait 19. La taille de la population est de 19. La taille de la population est de 19. Bon, maintenant, l'effectif total. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la taille de la population, ça c'est ce qu'on appelle la taille de la population. Voilà, on a ce qu'on appelle en statistique, on appelle ce qu'on appelle une modalité. Ben, ça veut dire que la modalité d'un caractère ou valeur de la variable statistique sont les différents états ou les différentes valeurs que peuvent prendre le caractère. Alors pourquoi les différentes valeurs? Ben, c'est parce que ce sont des valeurs. Donc par exemple, je sais pas moi, lui, il y a 2 personnes, enfin si je parle en termes de population de personnes, c'est plus facile, plutôt que parler des écrous, des vis ou des lampes. Voilà, je parlais de 2 personnes, par exemple, ont un loyer de, bon, voilà, d'autant, que je vais appeler XI. 4 personnes ont un loyer d'autant, que je vais appeler X1, X2. 6 personnes ont un loyer de X3. 7 personnes ont un loyer de X4. Voilà, ça c'est pour les loyers. Donc la modalité, c'est ça. Ce sont les modalités d'un caractère. Ce sont les différentes valeurs ou états que peuvent prendre le caractère. Alors pourquoi je dis différentes valeurs? Parce qu'ici, ce sont des valeurs. Hein, si je prends un loyer, 2 personnes payent 300 euros, 4 personnes payent 500 euros, 6 personnes payent 800 euros, 7 personnes payent 650 euros. Voilà. Donc ce sont des valeurs. Les X1, ce sont des valeurs. Mais vous n'avez pas toujours des valeurs ici. Hein, parce que ça peut être, je veux dire, des états. Ce n'est pas forcément des valeurs numériques. Ça peut être des états. Par exemple, 2 personnes habitent dans, je sais pas moi, au Canada, 4 personnes habitent en Asie, 6 personnes habitent en Afrique. Bon, vous comprendrez que c'est plus des valeurs, hein, ce sont des zones géographiques et donc fatalement, ce sont des états. Ouais, j'aurais dû pas prendre des pays parce que comme par hasard, bon, quand je dis modalité d'un caractère ou valeur de la variable statistique sont les différents états, c'est pas les pays. Hein. Quand je dis état, ce sont les différents. J'aurais dû prendre des couleurs, voilà, comme ça, comme ça. Les états seraient par exemple le rouge. 2 personnes ont un pull rouge, 4 personnes ont des pulls bleus, 6 personnes ont des pulls, je sais pas moi, vert, et 7 personnes ont des pulls violets. Voilà, ce sont les états, qui n'ont rien à voir avec les pays, parce que je sans faire exprès, j'ai pris des pays, des continents, mais voilà, j'aurais dû pas prendre cet exemple-là, donc j'ai changé d'exemple pour vous dire que les états, ça peut être ici des états ou des valeurs. Voilà. Donc la modalité, ça peut être d'un caractère ou valeur de la variable statistique sur les différents états ou les différentes valeurs que peuvent prendre donc, le caractère. Voilà, on les appelle XI. C'est l'ensemble des XI. Et ça, bon, ça c'est la taille de la population. N c'est, bon, vous comprendrez que c'est, dans ce cas-ci, j'ai calculé, ça fait 19. Alors maintenant, voyons voir l'effectif total. Bon, alors l'effectif, justement, si on se base sur la définition de l'effectif, ben, l'effectif qu'on appelle NI, hein, voilà. Donc la taille de la population, on a trouvé. Hein. La taille de la population, je vous ai dit que c'est l'ensemble sur lequel portent les observations. Donc ici, c'est 19. La taille de la population, c'est N égale 19. La taille de la population fait 19. La taille de la population
comme je vous ai dit, la taille de la population, je répète encore une fois, par définition, c'est la population, enfin la population est l'ensemble sur lequel portent les observations, voilà. Et l'ensemble des individus constitue la population. L'ensemble des individus constitue la population. Donc 2 plus 4 plus 6 plus 7 constitue la population. Voilà, donc la taille de la population est de 19. Maintenant les effectifs. Les effectifs, c'est ce qu'on appelle les NI. Voilà, je les ai mis ici. NI. Voilà, les effectifs NI associés à une modalité. Hein, voilà. Je dirais ici plutôt ce sont les effectifs totaux. Enfin, les effectifs ici. Ça, ce sont les effectifs. Parce que la taille de la population fait 19. Hein. Je dirais plus que ma taille de la population, elle est là. Taille de la population. J'aurais dû pas mettre l'ensemble comme ceci, parce que en faisant une relation comme ceci, je crée une relation d'effectif à modalité. Effectif à modalité. Voilà, effectif. Donc l'effectif NI, c'est N1, N2, N3, N4. Bon, a une modalité, donc l'effectif associé à une modalité, XI, voilà, N1 à X1, N2, X2, N3, X3, N4, X4. C'est bien, on a bien une relation ici, hein, des effectifs vers les modalités. Si j'appelle effectif E, on a une relation de E vers les modalités que je vais appeler M. J'ai bien une relation. Et j'ai bien une correspondance. Correspondance entre l'ensemble des effectifs, que je vais appeler, je sais pas moi, A, et l'ensemble B. Donc j'ai une correspondance de A, B, avec un graphe C. Et ce graphe C, vous comprenez, c'est chaque fois une flèche 2x1. Bien sûr, on a ici ce qu'on appelle, voilà, un ensemble complet ici, un ensemble complet ici. Donc on a une bijection. Ici, c'est vraiment une bijection ici. Hein. On a une bijection avec chaque fois une flèche qui part. On a chaque fois une flèche qui part. Donc ici, j'ai une bijection. L'ensemble de départ est complet, l'ensemble d'arrivée est complet. Et avec chaque fois un départ de flèche. Ici, dans ce cas-ci, j'écris une bijection. Chaque modalité possède son nombre d'effectifs. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut avoir des effectifs. Voilà, pour 0 personne, on tape pull rouge. Si je mets le caractère rouge ici, pull rouge, et qu'il n'y a personne, ben, bon, le nombre d'effectifs sera 0 pour le pull rouge. Bon, là, ce ne sera pas une bijection, parfaitement, parce qu'il manquera une liaison. Mais dans ce cas-ci, tout est lié. Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai une bijection. On n'a pas toujours une bijection. Voilà. Donc, l'effectif NI associé à une modalité XI de la variable statistique est le nombre de fois où cette modalité apparaît. Par exemple, la modalité ici X1 apparaît 2 fois, la modalité X2 apparaît 4 fois, la modalité X3 apparaît 6 fois, la modalité X4 apparaît 7 fois. Voilà. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Voyons voir si ça c'est la définition de la... J'ai donné la définition de l'effectif, la définition de la taille de population, et maintenant, je vais voir l'effectif total. Bon, l'effectif total, que vaut l'effectif total? Mais c'est la somme des NI, puisque je fais 2 plus 4 plus 6 plus 7. 2 plus 4 plus 6 plus 7, c'est la somme des NI. Pour I valant 1 jusqu'à 4 ici dans ce cas-ci, parce que j'ai que 4. J'ai pris qu'un exemple avec un ensemble A qui constitue les effectifs avec 4 NI possibles. Voilà, donc le NI, ça veut dire la modalité, ceux qui portent des pulls rouges, mais il y en a 2, ceux qui portent des pulls verts, il y en a 4, ceux qui portent des pulls bleus, il y en a 6, ceux qui portent des pulls violets, il y en a 7. Donc au total, si je fais la somme des effectifs, hein, et je trouve l'effectif total, mais je fais 2 plus 4 plus 6 plus 7, j'aurai l'effectif total. Or, on se rend compte que l'effectif total vaut la population, le total de la population. L'effectif total correspond à la taille de la population. Donc, l'effectif total correspond à la taille de la population. Eh bien, c'est vrai. Et il n'y a rien qui permettra de dire le contraire. Aucun élément, je veux dire, contrariant, ne pourra démontrer ou montrer le contraire. Donc, s'il n'y a rien qui vient démontrer ou s'il n'y a rien qui vient, je veux dire, démontrer le contraire, ou démontrer le contraire, c'est plutôt démontrer, parce que montrer, il ne suffit pas de montrer, bon, il faut démontrer aussi, faut en avoir la preuve, hein, il ne suffit pas de dire, bon, des imbécilités, et puis de se dire, ouais, bon, voilà, parce que, je vous dis, à partir des choses fausses, vous introduisez des choses fausses en contre-vérité, mais vous avez une vérité,
vous essayez de la contredire par des choses fausses. Ben, fatalement, la vérité reste vérité parce que voilà, c'est des imbécilités qui sont fausses, qui viennent essayer de tenter de contredire une vérité. Et ça se passe dans beaucoup de choses. Hein. Au niveau de la propagande dans la propagande, on essaie de démontrer qu'une vérité est fausse par des contre-vérités qui sont fausses. Ou des bribes d'éléments de vérité, pour contredire une véracité. Voilà. Bon, c'est pas quelques éléments vrais qui vont faire en sorte que on pourra retourner une situation. Quelques éléments vrais ne peuvent qu'apporter, je veux dire, une vérité. Mais attaquer une véracité, un élément vrai par de la propagande fausse, ben, fatalement, vous comprendrez que là, à ce moment-là, la vérité reste vraie. Mais pour certains individus, le fait de répéter des choses fausses, hein, le fait de le porter statistiquement, certains finiront par croire, quand je dis certains, ben, certains vont tomber hein, voilà, dans le jeu, alors que c'est pas vrai, vont tomber dans le jeu des contre-vérités. Ça arrive avec la propagande, avec certaines théories du complot, des choses pareilles. Quoique le complot, ça se discute. Hein. Un complot, ça se discute. Voilà, parce que bon, il suffit pas de contredire un complot et de faire en sorte qu'il soit faux, alors qu'il est peut-être vrai. Voilà, un complot, il ne faut pas traiter, là, c'est peut-être une propagande inverse aussi. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que euh, ceci, c'est utilisé à mauvais escient, hein, par exemple, dans la propagande, ou même dans les tribunaux. Dans les tribunaux, ça peut être utilisé par certains avocats pour tenter de libérer, je veux dire, comment on appelle ça voilà, un condamné pour essayer de faire en sorte d'apporter des, bon, soit, il y a deux cas de figure avec les avocats, bon, soit ils essayent d'apporter une contre-vérité, une vérité pour essayer de faire, les alourdir et mettre à épreuve la vérité ici, mettre à épreuve la vérité, là. Donc les avocats peuvent jouer ce jeu-là, mettre une contre-vérité, pensant que cette contre-vérité est vraie pour eux, ils la pensent vraie, hein, ils la pensent vraie, mais en fait elle est quelque part fausse, hein, je veux dire, et ils attaquent en argumentant, bien sûr, pour attaquer cette véracité. Et si ils arrivent à changer cette véracité, voilà, et qu'ils la rendent pour certes, je ne vais pas dire complètement fausse, mais en partie fausse, mais je veux dire, ça peut jouer en faveur du client, de l'avocat. Voilà. Maintenant, on peut avoir une logique inverse aussi. Je veux dire, on accuse quelqu'un de c'est complètement faux, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va on va apporter des véracités qui sont complètement fausses, bien sûr, des véracités à quelque chose qui est faux pour attaquer, je veux dire, et induire du faux sur quelque chose qui est à la base, voilà, faux, qui est à la base faux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, si vous voulez, quelqu'un qui n'a rien fait, et on l'attaque sur base de soi-disant véracité, alors que c'est faux. Hein. Et le gars, là, bon, n'a rien commis, et on l'attaque par une véracité, alors que c'est faux. Donc, en fait, on essaie de l'attaquer. Ça, voilà, c'est des jeux voilà, de conflit de personne à personne. Bon, des jeux de conflit à personne. Chacun détient en vérité sa vérité. Hein. Et au bout du compte, on n'arrive plus à s'y retrouver parce que chacun a sa vérité. Et il y a un conflit de vérité. Donc, il faut retrouver qui est le vrai, qui est le faux. Ça, en justice, c'est complètement difficile. Hein. C'est difficile. Bon, s'il y a des gens qui ont des bons arguments pour faire passer du vrai au faux, ou du faux au vrai, mais si ce sont des spécialistes pour ça, ben, c'est difficile de jouer avec des arguments, parce que si vous attaquent toujours sur des bases de faux, je veux dire, c'est difficile de se défendre, quoique c'est vous qui devez apporter, je veux dire, des arguments de véracité pour défendre, pour que la défense puisse se faire en justice, en fait. Voilà. Bon, donc en fait, il y a tous des cas de vérité, voilà, de véracité et de non-véracité qu'on retrouve assez souvent, je veux dire, dans des conflits, je veux dire, dans les tribunaux. Hein, parce que là, c'est là que la justice doit mettre, je veux dire, justement, la balance, équilibrer la balance pour que
elle ne va pas léser l'une ou l'autre personne, mais rétablir, je veux dire, une certaine, je ne veux pas dire une certaine forme de vérité, parce que la justice peut se tromper aussi, mais établir, je veux dire, un dosage pour que, je veux dire, rendre les choses, je veux dire, moins conflictuelles et de rendre une sentence, je veux dire, de telle façon à ce que, je veux dire, tout le monde soit lésé. Celui qui doit être puni, il est puni, celui qui doit payer, doit payer, celui qui doit, la victime doit recevoir, je veux dire, voilà, en gain de cause, je veux dire, voilà, voilà. Et ça, c'est pour la justice. Maintenant, au niveau de la propagande, ça joue aussi, comme je vous l'ai dit, hein, on peut un pays peut subir de la propagande de fait on attaque, parce que, je veux dire, pour une autre raison d'État, il peut faire en sorte que, bon, un pays est attaqué par rapport à un autre et il y a de la propagande qui se fasse au détriment de la vérité. Voilà. Et la propagande, c'est ce qu'il y a toujours eu, je veux dire, en temps de conflit. En temps de conflit, on essaie voilà, de jouer sur ça, sur la propagande, ou au niveau de certaines populations aussi, on joue sur de la propagande, voilà, en jouant sur des éléments faux qu'on essaie de faire en sorte qu'elles soient vraies. Voilà, on a connu, je veux dire, la guerre 40-45, je veux dire, avec les énormes propagandes qui venaient de tous bords. Voilà, voilà, venaient de tous bords. Voilà, donc ici, la véracité, c'est quelque chose, et en science, on peut se rendre compte à l'évidence que bon, la véracité, c'est difficile à trouver. On n'est jamais certain des lois qu'on sort, parce que si aujourd'hui vous sortez une loi, elle est présentement bonne jusqu'à un certain... elle est vraie jusqu'à un certain niveau, voilà, mais peut-être que quand on découvre de nouvelles choses, on se rend compte que la loi qu'on avait formulée auparavant, mais elle tombe parce qu'en fait on a des nouvelles hypothèses, on a des nouvelles connaissances qui font en sorte que l'ancienne loi n'est plus tellement valable. Donc en fait, la loi pourtant elle a été acquiescée par d'innombrables personnes pendant des siècles, et puis du jour au lendemain, cette loi-là, bon, ressort du cadre, ressort de son cadre pour, je veux dire, se formaliser d'une autre manière, ou de retrouver, je veux dire, des choses plus précises, une loi beaucoup plus précise et qui fait en sorte que l'autre loi est, je veux dire, obsolète. Et dans l'obsolescence, on peut trouver, bien sûr, ça. On peut trouver ça. Par exemple, un produit de bonne qualité, c'est vrai, mais avec le temps, ce produit n'est plus de qualité parce qu'il vieillit. Donc la véracité, on le retrouve dans la véracité et la non-véracité, on la retrouve dans tous les champs d'action, dans tous les domaines de la vie de courant, voilà. Mais sachez que la véracité est mise je veux dire, à rude épreuve, je veux dire quotidiennement, je veux dire dans les tribunaux, dans les familles, je veux dire dans les conflits, etc., etc., dans les commerces, etc., etc. Bon, un pull est bon, est-ce que ce pull-là est de bonne qualité? J'en sais pas plus. Bon, je veux dire, le client, vous faites confiance au vendeur, il vous dira que oui, c'est de la qualité, mais le vendeur n'en sait pas plus que vous. Hein, lui, il a des arguments de vente pour pouvoir vendre, donc voilà, il va pas dire que son produit est mauvais parce qu'il n'arrivera pas à vendre et son but premier c'est de vendre. Donc il vous dira que c'est de la qualité. Et donc on rencontre cette notion de véracité, je veux dire, tous les jours dans la vie courante. Tous les jours dans la vie courante. Que ce soit dans les sociétés, dans les écoles, au sein de la population, je veux dire, au sein des familles, au sein des amis, au sein des... Voilà, la véracité, c'est quelque chose, je veux dire, qui va servir à plusieurs fins. Fin d'utilisation, fin de domination, à des fins je veux dire, à des fins de tout. Voilà, donc la manipulation dans une manière de manipuler. On est manipulé, c'est parce que c'est des moments où on a la non-vérité, on a une déviance, donc on a une manipulation. Et la non-vérité est une arme, dire, de défense, une arme je veux dire, d'attaque et de défense. Voilà, la non-vérité est une arme d'attaque et de défense. Donc prôner la non-vérité, c'est une arme d'attaque et de défense, aussi bien commerciale qu'au niveau juridique, au niveau familial, de conflits familiaux, au niveau de tous les niveaux. Même dans l'apprentissage, on peut se dire que, je veux dire, il existe des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, il y a des professeurs qui se trompent
dans des, comment on appelle ça, qui se trompent en disant des choses. Ils n'ont pas tout à fait la vérité, hein, je veux dire, et ils l'apprennent malgré tout. Mais certains étudiants vont aller croire cette pseudo-véracité parce que venant d'un professeur. Et si le professeur l'a dit, c'est que c'est vrai. Pas totalement. Voilà. Le professeur dit beaucoup de choses de vraies, fatalement, mais il se peut qu'à un moment donné, il puisse se tromper et dire quelque chose de faux. Et donc l'étudiant va gober ce qui est faux. Donc voilà, vous êtes en contact tous les jours avec la véracité de voilà la véracité, la non-véracité de tous les jours. Tous les jours vous êtes confronté à ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, et quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui tente de leurrer, donc ça fait partie des techniques de manipulation aussi. Voilà, je vous remercie.